Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette webconférence dédiée aux procédures de licenciement économique. Je suis ravie de vous accueillir et j'espère que cette session vous apportera des éclairages concrets et répondra à vos attentes. Pour me présenter rapidement, je suis Élodie Deliste, je suis directrice marketing et éditoriale chez Jury Travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour à tous. Et Marine, bonjour Marine sur le chat, qui est en charge des interactions au clavier. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cette présentation. Notre objectif, c'est clairement que vous repartiez avec une compréhension claire, précise, opérationnelle des procédures de licenciement économique. Donc, n'hésitez pas. On sait que ce n'est pas une période simple pour les entreprises. Aussi, comprendre les procédures peut vous éviter des problèmes futurs. Je vous précise également que nous pouvons vous envoyer le support de cette webconférence et le replay. Pour cela, il suffit de répondre au petit formulaire qui est présent sur ce webinaire. Avant de commencer, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous présenter Jury Travail. Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne depuis 20 ans. C'est la plateforme de référence en droit du travail, en gestion des ressources humaines, qui accompagne les employeurs, les RH, les managers dans toutes leurs démarches juridiques. Jury Travail, vous le voyez, c'est plus de 50 juristes, tous Bac+5, dont Kevin, qui accompagne nos 3000 clients au quotidien dans tous les domaines de droit social, droit fiscal, droit des sociétés ou droit des affaires. On propose 2 abonnements différents, comme vous pouvez le voir, hein, avec des prix différents qui sont vraiment en fonction de vos besoins. Donc, si vous avez besoin d'un accompagnement juridique, n'hésitez pas à nous contacter, on vous expliquera tout. Sans plus tarder, nous allons commencer cette webconférence, mais pour débuter cette discussion, je souhaitais vous proposer d'évaluer l'ampleur de l'évolution des licenciements économiques à travers quelques chiffres récents issus de la DARES. Il faut savoir qu'au deuxième trimestre de 2024, le nombre d'entrées à France Travail, après un licenciement économique, a atteint 38 600. C'est son plus haut niveau depuis la crise sanitaire. Cette tendance est en hausse depuis fin 2021, avec une augmentation de 5% par rapport au trimestre précédent et de 18% sur un an. Donc c'est énorme. Parallèlement, au troisième trimestre de 2024, il y a eu 141 plans de sauvegarde de l'emploi qui ont été validés ou homologués. C'est une hausse de 7% par rapport au trimestre précédent. Ces PSE concernent 23 800 ruptures de contrat. C'est le nombre le plus élevé depuis longtemps, doublant ainsi le nombre par rapport au trimestre précédent. Et tous les secteurs d'activité sont touchés, l'automobile, la grande distribution, les petites comme les grandes entreprises, hein, des entreprises emblématiques comme Auchan ou Michelin ont récemment annoncé des plans sociaux majeurs, menaçant respectivement 2400 et 1254 emplois. Pardon. Cette situation souligne l'importance de bien comprendre les motifs économiques, de respecter les procédures, d'anticiper les risques, et c'est justement l'objet de cette webconférence, puisque d'abord nous verrons quels sont les motifs légitimes pour évoquer le- les motifs économiques légitimes, afin de bien comprendre les critères légaux. On a un point dédié aux critères d'ordre et de reclassement. Ensuite, on détaillera les étapes de la procédure en fonction de la taille de l'entreprise, hein. Vous verrez que, en fonction du nombre de salariés, les procédures ne sont pas pareilles. Nous n'oublierons pas de parler du CSP, du contrat de sécurisation professionnelle. Et enfin, nous parlerons de l'accompagnement des salariés concernés, en passant en revue le plan de sauvegarde de l'emploi et les dispositifs de reclassement. Donc, n'hésitez pas, désolée pour cette intro un peu fouillis sur la fin, n'hésitez pas à poser vos questions et puis on répondra à vos questions à la fin de la webconférence avec Kevin. Kevin, t'es prêt? On y va? Alors, le motif économique, qu'est-ce que c'est? Donne-nous une définition, s'il te plaît. Alors, le motif économique, il a été défini à la base par le Code du travail de façon assez simple. C'était les difficultés économiques, ce qu'on imagine en règle générale quand il y a un licenciement économique, et les mutations technologiques qui étaient également mises en avant. Le législateur à la base avait, avec l'adverbe notamment, sous-entendu que d'autres causes économiques pouvaient exister, et la jurisprudence en aura rajouté 2 par la suite. La réorganisation de l'entreprise lorsque cette réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, et la cessation définitive d'activité, qui est un cas où le licenciement économique devient obligatoire dans la mesure où la personne morale employeur disparaît. Oui, oui. Merci Kevin. La deuxième question, c'est quel type de difficultés économiques peuvent invoquer
peuvent être invoquées pour justifier un licenciement économique et comment sont-elles évaluées? Alors ça, c'est la question probablement la plus importante dans le cadre du licenciement économique, parce que la difficulté économique, c'est la problématique qu'on va rencontrer le plus souvent. Donc, comment est-ce qu'on caractérise cette difficulté économique, qui est un peu le premier des motifs économiques? On va se baser sur des indicateurs, tout simplement. Donc, ces indicateurs, ça va être une baisse des commandes, une baisse du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation, une dégradation de l'excédent brut d'exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier des difficultés. Alors, ça veut, je dirais presque tout et rien dire, mais le législateur et surtout la jurisprudence a tenu justement à laisser une possibilité suffisamment vaste pour que des motifs économiques nécessitant un licenciement puissent exister, puissent être présentés, même s'il n'est pas forcément dans la liste. Mais en règle générale, on va surtout se baser sur tout ce qui est baisse des commandes quand il y a des pertes de marché, ce qui peut être assez important dans un certain nombre d'entreprises qui ont des subventions publiques en ce moment. On a pas mal de clients à qui ça a pu arriver. Baisse du chiffre d'affaires, c'est essentiellement ça aussi qu'on va trouver. Et la baisse de l'EBE, là aussi, c'est un des éléments qu'on va trouver le plus souvent. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir l'ensemble de ces critères. Il en suffit d'un seul. Donc, entre cette baisse de commandes, baisse de chiffre d'affaires, dégradation de BE, etc. etc. Donc, comment est-ce qu'on évalue, par contre, cela? Parce qu'il est évident qu'il ne s'agit pas d'avoir 2% de baisse de commandes ou autre pour forcément justifier un motif économique. C'est pourquoi il y a eu des choses qui ont été mises en place pour pouvoir réussir à appréhender cette baisse. Et ce qui a été mis en place, ça s'est fait en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise. Donc, pour avoir ce motif économique, il faut donc cette dégradation, cette baisse, mais il faut que ce soit une baisse ou une dégradation dite significative. Il faut que ce soit quand même suffisamment important. Et donc, pour cela, on va mettre en place une méthode de comparaison avec la même période de l'année précédente et en fonction du nombre de salariés. Donc, pour avoir son motif économique, il faut donc une baisse significative d'un trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente, lorsqu'on est sur une entreprise de moins de 11 salariés, de 2 trimestres consécutifs entre 11 et 50 salariés, 3 trimestres consécutifs entre 50 et 300 salariés, et 4 trimestres consécutifs pour plus de 300 salariés. Donc, ce sont des baisses significatives. J'insiste sur significatives, ce n'est pas vraiment des petites baisses. Sur un ou plusieurs trimestres consécutifs en fonction du nombre de salariés. Et j'insiste, c'est toujours à comparer avec la même période de l'année N-1. D'accord. Et OK, c'est très clair. Donc pour résumer, un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés, 2 pour les entre 11 et 50, 3 pour 50 à 300 et 4 pour les 300 et plus. Exactement. Le législateur a fait très logique. Il s'est dit que plus l'entreprise est grosse, plus elle a les reins suffisamment solides pour faire face à des difficultés et voir si peut-être ça va s'améliorer par la suite. D'accord. Et on a beaucoup de questions autour des mutations technologiques, de l'IA. Est-ce que tout ça, ça peut générer, justifier un licenciement économique? Alors, la question pour l'intelligence artificielle, pour le moment, n'a pas été validée par la jurisprudence, c'est trop récent, Ouais. mais probablement que oui. La mutation technologique, on va être sur une nouvelle technologie qui va être introduite dans l'entreprise et ça va pas forcément être une problématique de baisse de chiffre d'affaires, mais ça va être cette nouvelle mutation va engendrer moins de main-d'œuvre. Donc, ça peut constituer un motif économique. Alors, on verra tout à l'heure, motif économique ne veut pas dire forcément licenciement. Il y a le reclassement avant. Donc là, ça peut être un exemple. L'informatisation d'une agence, l'arrivée de caisses automatiques dans un supermarché peut venir nécessiter moins de main-d'œuvre et donc entraîner par conséquent un motif économique. Très clair, merci beaucoup. Laure, je vois que vous êtes déçue qu'on n'ait pas mis les informations sur le support. Alors, on en a mis quelques-unes en fin de support et de toute façon, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations sur notre site jurytravail.com. Marine va vous envoyer les liens. Donc, n'hésitez pas à y aller. Vous accéderez à nos actus dans lesquels on retrace ça. Et puis, il y a aussi notre dossier, licenciement éco, dans lequel vous retrouverez toutes les informations.
Je Donc, reprends la pour répondre à présentation. Pardon. Martine en même temps, vu qu'on est sur ce sujet, très rapidement, la perte de chiffre d'affaires doit être de combien? Il y a pas de chiffre précis. C'est toujours du cas par cas. Ça dépend évidemment du chiffre d'affaires de l'entreprise. Je ne vais pas vous donner un pourcentage parce que ça dépend vraiment de tout un tas d'éléments qui seraient impossibles à vous donner. Mais il faut quand même une perte suffisante qui menace l'avenir quand même de l'entreprise. Oui. Oui, l'exemple que tu donnais tout à l'heure, 2%, ça va dépendre aussi de la taille du chiffre d'affaires au départ, quoi. Parce que... C'est ça. Et puis, il est évident que les juges sont beaucoup plus cléments avec une toute petite entreprise qu'avec un grand groupe. Ouais, ok. Merci beaucoup, Kevin. J'espère que Martine, vous avez eu la réponse à votre question. La question suivante qu'on avait préparée, c'était dans quelles conditions une réorganisation de l'entreprise peut justifier un licenciement économique? Alors là, nouveau motif économique qui n'est pas lié forcément à une perte de chiffre d'affaires, c'est qu'on va réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité pour X ou Y raison. Ça peut être l'arrivée d'un nouveau concurrent, par exemple. Alors, on nous pose souvent la question au niveau de nos concurrents. Quand vous avez un rachat d'entreprise et que vous vous retrouvez avec des postes en doublon, les juges n'apprécient que très moyennement l'utilisation de ce motif. Donc, les postes en doublon ne veulent pas forcément dire réorganisation nécessaire, et même assez rarement. Donc, on va plutôt fonctionner sur ce point un peu à contrario. On va avoir plutôt des hypothèses où la jurisprudence a estimé que la réorganisation de l'entreprise n'était pas nécessaire et donc ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. On a par exemple la volonté d'améliorer la rentabilité de l'entreprise pour accroître ses profits, le regroupement d'activités dans une situation économique prospère en l'absence de menaces sur la compétitivité. Tout cela ne permet pas de justifier une réorganisation nécessaire de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité. Par contre, demain, vous vous retrouverez avec un concurrent qui commence grandement à vous menacer, à prendre beaucoup de parts de marché. Et là, vous êtes obligé de réorganiser la société parce que vous avez notamment trop d'effectifs sans forcément une baisse. Hein. Bon, là, dans mon exemple, il y aurait probablement une baisse de chiffre d'affaires avec des pertes de marché. Mais imaginons qu'il n'y en ait pas, mais qu'il y ait quand même besoin de réorganiser sa société pour X ou Y raison parce que là, la société est menacée pour l'avenir. On peut imaginer que ça pourrait constituer une réorganisation de l'entreprise. Alors, on est quand même sur des cas qui sont quand même assez rares. Je vais vous donner des cas qui sont passés au niveau de la jurisprudence. Par exemple, le transfert d'une partie de l'activité de l'entreprise afin de se rapprocher du principal client a été jugé comme un motif de réorganisation de l'entreprise et a été validé. La délocalisation de la production pour bénéficier de mesures financières et fiscales, étonnamment, a été validée par les juges. Je ne suis pas sûr que ça passera encore aujourd'hui, mais en tout cas, en 2007, ça a été validé. La suppression d'un site lié à des nuisances causées par l'environnement, donc là, on est très loin d'un motif économique, là, dans cet exemple, ça a été validé par la jurisprudence. Donc la réorganisation, elle peut être extrêmement large. Ouais, ouais, très clair. Et dans le cas d'une cessation totale ou partielle d'activité, est-ce que ça peut être un motif légitime de licenciement éco? Alors oui, la cessation d'activité, ça va être presque le motif économique le plus évident. Donc la cessation totale d'activité, on va la voir lorsqu'il y a la mort de l'employeur, personne physique ou morale. Ça peut aussi être parfois, malheureusement dans certains cas, notamment dans l'artisanat, où ça va être la personne physique qui décède. Mais en règle générale, on va trouver la personne morale, société, qui va disparaître. Et là, on est souvent dans le cadre des liquidations judiciaires. Donc, pour pouvoir avoir une cessation d'activité, il faut être face à 3 conditions. Concerner toute l'entreprise. Forcément, on liquide la société, donc toute l'entreprise est concernée. Elle doit être totale et ne pas résulter d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur. La jurisprudence a mis en avant cela pour éviter l'employeur qui volontairement ferait exprès de faire couler son entreprise en l'envoyant droit dans le mur. Donc, on a pas mal de jurisprudence là-dessus qui existent, étonnamment. Ça va être par exemple le fait pour un employeur de ne pas obtenir un agrément afin d'exploiter une maison de retraite. Donc, volontairement, il ne fait pas la demande pour faire fermer son établissement et licencier économiquement ses salariés. Les juges ont dit non, il y avait un abus qui était manifeste dans ce cas-là. Et très souvent, dans ces cas-là, ça a vraiment été des abus manifestes de la part de l'employeur. Donc, on a d'autres exemples au niveau de la jurisprudence qui peuvent être assez anciens. Là, il y a par exemple un arrêt de 1994
qui a refusé un licenciement parce que l'employeur n'avait pas demandé l'autorisation de fonctionnement d'un casino à cause de ses antécédents judiciaires. Donc là, la responsabilité pénale de l'employeur a rendu infaisable le licenciement économique. Donc, dès lors qu'on est sur des activités de toute façon soumises à l'autorisation, si l'employeur ne fait pas la demande de l'autorisation, la cause économique n'existera pas parce que cette cessation d'entreprise sera due à une légèreté blâmable de la part de l'employeur. On peut aussi ouvrir le sujet sur quelque chose qui est un petit peu à la mode en ce moment. Alors, c'est un peu une question qu'on va ouvrir parce qu'il n'y a pas de réponse légale à ce niveau-là, mais on a pu le voir dans beaucoup de nos clients. Ce sont des entreprises dans la logistique qui se mettent volontairement dans un état de dépendance économique face à leur principal client, Amazon pour ne pas les citer en règle générale. Donc, ça va être des entreprises qui souvent ne vont pas, vont travailler pour Amazon avec des tarifs très bas, mais ne vont pas chercher à développer un autre type de clientèle. Si demain Amazon leur dit stop, la société va couler. Est-ce que la justice estimera qu'il s'agit d'une légèreté blâmable de la part de l'employeur? On n'en sait rien, mais c'est une question qui, un jour, arrivera devant les tribunaux et sur lequel il faut se méfier dès maintenant, dès lors qu'on est dans ce type d'entreprise. Merci beaucoup, Kevin, pour cette petite ouverture. C'est vrai que c'est intéressant et on le voit, hein, ça évolue beaucoup en ce moment et je pense que c'est pas terminé d'évoluer. On va passer à la deuxième partie sur les critères d'ordre et la procédure de reclassement, mais avant, je voulais vous parler du dossier de licenciement économique qu'on a sur le site de Jury Travail. Marine vous a envoyé le lien. C'est un dossier qui vous récapitule tout. Les différents types de motifs économiques, la suppression, la transformation de l'emploi. On va le voir aussi après, la consultation du CSE, les critères d'ordre. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite, etc. Je vous invite vraiment à le télécharger. Et puis, si vous avez des questions par rapport à ce dossier, pareil, vous pouvez nous écrire. On est là pour vous répondre. Alors, le deuxième point, c'est les critères d'ordre et le reclassement. La première question, c'est quels sont les critères d'ordre possibles? Alors, les critères d'ordre possibles, très important, déjà, avant de se poser la question des critères d'ordre possibles, c'est vérifier sa convention collective. Est-ce que la convention collective n'impose-t-elle pas des critères d'ordre? Donc, si vous êtes abonné chez nous, vous nous passez un coup de téléphone, on ira le vérifier assez rapidement. Donc, à défaut d'accord collectif, les critères d'ordre, ils ont été fixés par la loi. Et on ne peut pas y déroger, dès lors qu'il n'y a pas d'accord collectif permettant de déroger à cela. Donc, en l'absence d'accord collectif, les critères d'ordre imposés par la loi, ils sont assez simples. Ce sont les charges de famille, et en particulier les charges des parents isolés, l'ancienneté dans l'entreprise, la situation des salariés qui présentent une caractéristique sociale rendant leur insertion professionnelle particulièrement difficile. Donc là, on va voir notamment tous les salariés pouvant souffrir d'un handicap, d'une RQTH notamment, des salariés qui peuvent être âgés. Un salarié de 60 ans va avoir beaucoup plus de mal à se réinsérer qu'un salarié de 30 ans. Même si faut toujours penser que quand on n'est pas très loin de l'âge de la retraite, les allocations chômage durent plus longtemps. Je ne rentrerai pas trop dans le détail parce que c'est ni le sujet et c'est en cours de réforme. Mais il y a parfois des possibilités qui évitent leur insertion à ne pas anticiper à la retraite via France Travail, entre guillemets, avec des gros guillemets. Quel autre critère d'ordre on a? Les contrats d'insertion, par exemple. Ouais. Et le critère un peu fourre-tout, qu'on va appeler les qualités professionnelles. Donc, grosso modo, les salariés les plus productifs, par exemple, ou qu'on va considérer un peu comme meilleurs, avec des gros guillemets, parce qu'évidemment, on ne met pas ça comme ça dans notamment les consultations du CSE. Mais en fait, indirectement, c'est ce que ça veut dire. Donc, il faut prendre en compte l'ensemble de ces critères lorsqu'il n'y a pas de convention collective et on va pondérer, en fonction de ces critères, l'ensemble de ces critères pour savoir, grosso modo, qui se retrouve en haut de la liste. Donc, comment est-ce qu'on fait en pratique? En règle générale, on va attribuer des notes. Par exemple, je vous dis n'importe quoi, mais une difficulté de réinsertion, ça va valoir 20 points. L'ancienneté, ça va valoir 5 points. Les charges de famille, ça va valoir 15 points. Et ceux qui ont le moins de points vont se retrouver en haut de la liste, pas forcément à licencier, mais en tout cas à reclasser dans un premier temps.
Ça marche, très clair. Juste pour répondre, il y a beaucoup de questions sur le dossier. Le dossier est payant? Oui, le dossier est payant parce qu'en fait, c'est l'objectif de Jury Travail, c'est de proposer des dossiers qui accompagnent tout le monde, mais cela demande un gros travail de l'équipe de nos juristes et donc on a une partie gratuite avec l'ensemble des actualités, les webconférences, les vidéos qu'on peut faire, mais il y a la partie payante puisque, c'est vraiment un apport, c'est vraiment un support même d'ailleurs pour vous tous, pour y voir plus clair. Il est pas très cher, donc n'hésitez pas et puis, tout est payant sur le site Jury Travail. Non, c'est pas vrai, Laure. Il y a toute une partie, gratuite, ce sont les actualités et puis on est une entreprise, hein, il faut bien qu'on puisse payer les salaires de tout le monde donc voilà. Prenez des notes comme le dit Pauline. Exactement, merci Pauline. La deuxième question, c'est, des critères d'ordre doivent-ils toujours être établis? Alors, non, pas forcément. Il y a parfois, la logique veut que des critères d'ordre n'aient pas à être établis. Le principe, c'est qu'on établit des critères d'ordre. L'exception, c'est qu'on ne les établit pas parce que c'est inutile, notamment lorsque tous les emplois d'une catégorie vont être supprimés. Ça ne sert à rien d'établir des critères d'ordre si tous les salariés sont visés. Également, lorsqu'on veut supprimer par exemple une catégorie professionnelle et que vous avez un seul salarié dans cette catégorie professionnelle, les critères d'ordre seraient totalement inutiles dans ce cas-là. C'est pour ça que là aussi, les critères d'ordre n'ont pas à être faits. Idem avec la cessation totale d'activité, vu que tous les salariés sont visés. Là non plus, les critères d'ordre n'ont pas à être faits. OK. Merci Kevin. Je suis vraiment désolée tout le monde que ce soit payant, mais c'est comme ça et effectivement, j'aurais pu le dire au départ, j'y ai juste pas pensé. Je suis désolée, la prochaine fois, j'essaierai d'être plus claire et merci Vanessa, effectivement. Quelles sont les conséquences pour l'employeur s'il ne respecte pas l'obligation de définir des critères d'ordre? Alors, les conséquences, ça va être des dommages à intérêts pour le salarié. Lorsque l'ordre des licenciements n'est pas respecté, donc qu'on ne définit pas de critères, ou qu'on définit des critères mais qu'on ne les suit pas, dans ce cas-là, le salarié peut demander des dommages à intérêts au prud'homme. Alors, on n'est pas forcément sur des dommages à intérêts, on va dire, automatiques, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, mais le salarié a un préjudice du fait de l'absence de critères d'ordre, parce que le préjudice notamment est qu'il n'aurait peut-être pas été licencié si les critères d'ordre avaient été faits, et donc il peut obtenir des dommages à intérêts à ce niveau-là. Et de plus, et c'est là où ça va être peut-être plus embêtant, pas forcément, ça dépend des montants, hein, évidemment, qui sont obtenus dans les dos, mais l'absence de critères d'ordre, ça vaut aussi une contravention de 4e classe, c'est-à-dire une amende pouvant aller jusqu'à 750 € par fait constaté. Donc là, c'est l'inspection du travail qui sanctionne et qui peut demander de mettre ce type d'amende. Donc, les critères d'ordre, ils doivent donc être mis en place, mais par contre, attention, l'employeur n'a pas à les donner comme ça au salarié, il ne les donne que si le salarié en fait la demande. Donc ça peut être parfois un peu piège. Si le salarié n'en fait pas la demande, il ne sera pas au courant de ces critères. Donc il a tout intérêt à en faire la demande. Donc pour répondre à Martine, comment est-ce qu'on les obtient dans ces cas-là? On en fait la demande par courrier recommandé avec accusé de réception afin de garder trace de la demande. Et puis l'employeur doit fournir l'ensemble de ces critères d'ordre de façon loyale. Et pour répondre à également une autre question sur qu'est-ce qu'on évoquait dans catégorie professionnelle, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être, je vous dis n'importe quoi, hein, les secrétaires, les juristes, peu importe. Ce qu'on entend par catégorie professionnelle, c'est pas ce qu'on va entendre ouvrier, employé, etc. C'est vraiment la catégorie professionnelle qui sera visée par le licenciement. Merci beaucoup Kevin. Un petit vrai-faux, avant de passer à la 3e partie. Le vrai-faux, c'est simple, c'est pendant 1 minute, j'ouvre un petit, sondage. Vous pouvez, cliquer sur vrai ou faux et puis Kevin répond à la question. Donc la première question, c'est la première affirmation en tout cas, c'est, l'employeur risque une absence de cause réelle et sérieuse s'il n'établit pas de critères d'ordre. Est-ce que vous voyez bien le vrai-faux?
Ok, je vais laisser un peu de temps. Voilà, donc là, on a à peu près 50 réponses. Le vrai a l'air de l'emporter. Je laisse encore un petit peu. Kevin, ça te laisse le temps de reprendre un peu ton souffle. Ça tombe bien. Voilà, n'hésite pas. Allez, il y a encore des votants. Ça y est, c'est stable. Je ferme les votes, je les affiche. Et donc, vous voyez, vous dites vrai à 63% et faux à 38%. Kevin. Alors, c'est faux. L'employeur qui n'établit pas les critères d'ordre, ça ne vaut pas d'absence de cause réelle de licenciement, mais c'est uniquement des dommages-intérêts. Donc, ça veut dire qu'il faut démontrer le préjudice, la valeur de ce préjudice devant le juge pour obtenir dédommagement. Et donc, quand je dis que les critères d'ordre, je n'ai pas dit que les critères d'ordre n'étaient pas obligatoires, ils ne sont pas obligatoires dans certains cas, et ils ne doivent pas être communiqués directement au salarié, c'est uniquement si le salarié en fait la demande. Donc, pour répondre à la question qu'on nous avait posée. Merci Kevin. On en a fini pour les différents critères d'ordre. On va passer à la procédure de reclassement maintenant. En quoi donc consiste cette procédure? Alors, très simple, en fait, l'idée est que le licenciement intervient en dernier recours. Avant de pouvoir licencier, il faut d'abord se dire, n'y a-t-il pas la possibilité de donner un autre poste au salarié visé? Donc, lorsque l'employeur envisage un licenciement, il doit tout faire pour essayer de reclasser le salarié. Alors, ce n'est pas une obligation de résultat, parce qu'évidemment, quand il n'y a pas de poste, il n'y a pas de poste, mais il s'agit d'une obligation de moyens dite renforcée. Donc, l'employeur doit vraiment être en capacité de démontrer qu'il a vraiment tout fait pour trouver un autre poste. Alors, ça va être un reclassement dans l'entreprise. On va rechercher tous les postes disponibles dans l'entreprise et pas forcément des postes qui correspondent à la qualification du salarié. On doit proposer tous les postes qui nécessitent une formation simple et courte. Il faut également proposer tous les postes, peu importe le niveau de la rémunération. Il n'y a pas d'obligation de proposer des postes qui correspondent à une rémunération équivalente. Le salarié n'est jamais obligé d'accepter ce genre de choses, mais en tout cas, en tout état de cause, l'employeur doit proposer tous les postes disponibles dans l'entreprise, mais également dans le groupe, s'il y en a. On regarde au niveau national, c'est fini de regarder à l'autre bout du monde. Il y avait eu quand même des abus assez importants à ce niveau-là, donc on regarde les postes disponibles au niveau national. La question peut se poser également au niveau des US, des unités économiques et sociales. L'unité économique et sociale, quand vous avez plusieurs sociétés, c'est un moyen de faire comme il s'agissait d'une seule et même société. Vous avez beaucoup d'US qui peuvent être mis en place au niveau de certains groupes d'entreprises pour vraiment faire en sorte, comme si socialement c'était qu'une seule, avec un seul CSE notamment. Donc lorsqu'on a une US, là aussi, on doit faire cette recherche de reclassement dans l'ensemble des entreprises de l'unité économique et sociale. Alors attention, une petite alerte jurisprudence, on a eu un arrêt très récent le 8 janvier dernier au niveau de la Cour de cassation, au niveau de cette obligation de reclassement. Lorsque l'employeur effectue sa proposition de reclassement, il envoie sa proposition par courrier ou en main propre contre des charges aux salariés. Et dès lors que le poste proposé est susceptible d'être pris par plusieurs salariés, l'employeur est dans l'obligation d'inscrire les critères de départage au niveau de son offre. Donc, grosso modo, si plusieurs salariés sont candidats, comment est-ce qu'on choisit? C'est obligatoire parce que dans cet arrêt du 8 janvier, la Cour de cassation a précisé que si ça n'est pas fait, dans ce cas-là, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Donc ça, c'est une toute petite erreur faite par l'employeur qui peut avoir des conséquences financières extrêmement importantes. Donc, en cas de besoin, si au niveau du dossier qu'on a, nous avons mis à jour dès le lendemain notre modèle de lettre. Donc, je remercie en même temps l'équipe éditoriale qui a toujours été extrêmement réactive sur ces jurisprudences qui peuvent coûter très cher aux employeurs lorsque l'erreur est faite. Oui, tout à fait, tu as raison.
Alors, cette obligation de recherche de reclassement, même en cas de cessation d'activité, non, vu qu'il n'y a plus d'entreprise. L'obligation de reclassement, c'est une obligation de moyens renforcés. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Je sais pas. On ne peut pas inventer à ce niveau-là. Très bien, merci beaucoup Kevin. Un deuxième petit vrai-faux, cette fois sur les postes de reclassement donc. Alors, où est ma question? Voilà. La question est là. Il y a un piège. L'employeur doit rechercher des postes de reclassement dans toutes les entreprises situées dans le secteur géographique. Donc, vrai ou faux, c'est pareil que tout à l'heure. Vous pouvez cliquer directement sur le petit sondage. Et puis, on va attendre quelques minutes, quelques secondes. Donc là, on est plutôt sur du faux, hein. Il y a une trentaine de répondants. Je vous laisse encore un peu de temps. Dès que ça se stabilise. Voilà, je vais fermer les votes. Donc, on est à... Tac. Je ne me trompe pas de sondage. Voilà. Vous l'avez publié là. 63% pour du vrai et 38% pour du faux. Alors, il y avait un piège en fait dans cette question, c'est qu'on ne parle pas des entreprises de son groupe, là on parle des entreprises en général. Donc, par exemple, là on est sur, moi en tout cas, là, je suis sur La Rochelle. Donc, est-ce que faudrait, je ferme mon entreprise, est-ce que je dois proposer un poste dans toutes les entreprises de La Rochelle? Non. Il s'agit uniquement des entreprises du groupe. On ne fait pas de reclassement dans des entreprises qui n'appartiennent pas au groupe d'entreprises ou à l'unité économique et sociale. C'est une question qui, ce vrai faux a été fait parce que c'est une question qui parfois a pu faire douter certains de nos clients. Donc c'est pour ça qu'on l'a mise. Donc là, on ne recherche que dans les entreprises de son groupe. Merci Kevin. On va passer à la troisième partie de notre conférence sur la procédure de licenciement économique. On va prendre aussi un peu de temps pour tout vous expliquer, puisqu'elle est différente en fonction du nombre de salariés. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer la procédure pour un seul salarié? Alors, la procédure pour un seul salarié, sachant qu'on parlera du contrat de sécurisation professionnelle plus tard, donc je ne rentrerai pas dans les détails dans l'immédiat sur ce sujet. Mais la procédure de licenciement d'un seul salarié, c'est une procédure qui va être ultra simplifiée. Alors, juste avant de répondre à cette question, comment est-ce qu'on sait si c'est un salarié, deux salariés, trois salariés? Eh bien, tout simplement, on compte sur 30 jours consécutifs. Pour savoir dans laquelle des procédures on se trouve, on vérifie combien de salariés sont licenciés sur 30 jours consécutifs. Ça évite qu'un employeur, par exemple, aille licencier un salarié le lundi, deux salariés le mardi, 8 salariés le mercredi, pour éviter de mettre en place notamment un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc, on compte toujours sur 30 jours et ça doit être déclaré à l'administration. Donc, la procédure de licenciement d'un seul salarié, elle est extrêmement simple, on va dire. C'est exactement la même qu'un licenciement, qu'un autre licenciement pour motif personnel. On convoque le salarié à un entretien préalable au licenciement. Cet entretien préalable doit avoir lieu au moins 5 jours ouvrables après la première présentation du courrier. Donc dans ce cas-là, on se garde quelques jours de marge lorsqu'on veut le faire. Généralement, entre l'envoi et l'entretien, généralement, on compte 2 semaines. Donc, on n'est jamais sûr des délais d'acheminement de la poste. On fait l'entretien préalable dans lequel on expose les motifs. En règle générale, et ça on verra tout à l'heure pour le CSP, on remet carrément l'exposé des motifs économiques par écrit aux salariés. Après l'entretien préalable, l'employeur peut notifier le licenciement du salarié par courrier recommandé, accusé de réception. Donc, un seul salarié, la procédure est extrêmement simplifiée. Très clair. Merci, Kevin. Alors ensuite, on va passer de 2 à 9 salariés. Alors, de 2 à 9 salariés, c'est exactement pareil, sauf qu'en plus, il y a une consultation du CSE. Eh oui. Donc, on va avoir 2 cas de figure qui vont se présenter. Une entreprise entre 11 et 50 salariés. Alors, je ne vous parle pas des moins de 11 parce qu'il n'y a pas de CSE dans une entreprise de moins de 11 salariés. Donc, entre 11 et 50 salariés, on a une consultation du CSE. Et plus de 50 salariés, on a 2 consultations du CSE, vu qu'on a la consultation sur le projet de restructuration et de compression des effectifs
et la consultation sur le projet de licenciement. Donc, on a 2 consultations distinctes lorsqu'on est à plus de 50 salariés. Il ne faut pas l'oublier parce que sinon, il y a un délit d'entrave. Donc, lorsque l'employeur consulte le CSE, il le fait avant de lancer la procédure qu'on a évoquée tout à l'heure de licenciement. Donc, il consulte son CSE et il lui remet un certain nombre d'informations, donc notamment toutes les raisons économiques et financières qui poussent à ce licenciement, le nombre de salariés dont le licenciement est envisagé, les catégories professionnelles, donc pour savoir qui va être licencié, qui est susceptible d'être licencié, pardon, ainsi que les critères d'ordre de licenciement. On fournit également le nombre de salariés présents dans l'entreprise, le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures de nature économique envisagées, le but étant, grosso modo, là, de dire qu'est-ce qu'on va mettre en place pour éviter que ça recommence, pour relancer l'entreprise, et le cas échéant, les conséquences des licenciements en matière de santé, sécurité ou conditions de travail. Donc ça, c'est uniquement si il y a des atteintes en matière de santé, sécurité ou conditions de travail. L'exemple bateau, c'est vous avez une équipe de 10 personnes, vous en enlevez 2, il en reste 8, et la charge de travail va être similaire. Forcément, ça va avoir des conséquences. Donc, l'ensemble de ces informations doit être transmis aux salariés. Je vois certaines questions sur la notification, ça viendra après, donc je ne vous y réponds pas volontairement. Et dans ce cas-là, vous avez votre consultation, vos consultations du CSE, pardon, et ensuite vous lancez la même procédure, quand l'employeur lance la même procédure que vu précédemment. Ok. Est-ce que tu peux résumer un peu tout ça parce que j'ai l'impression que c'est pas clair pour tout le monde, s'il te plaît. Bien sûr. Donc, vous avez une consultation du CSE si moins de 50 salariés ou 2 consultations du CSE si plus de 50 salariés. Et ensuite, l'employeur peut lancer sa procédure de licenciement, convocation d'entretien préalable, notification du licenciement. Et le délai entre la convocation et l'entretien, tout à l'heure tu as dit 14. 5 jours ouvrables. Combien? 5 jours ouvrables. 5 jours 5 ouvrables. jours ouvrables alors, je vais reprendre là-dessus parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours simple. C'est 5 jours ouvrables entre la première présentation du courrier recommandé aux salariés et l'entretien préalable. Dans la mesure où, quand on envoie la convocation, on ne sait pas combien de temps la poste va mettre. On est sur des jours ouvrables en plus, donc on ne compte pas le dimanche. Donc, par sécurité, généralement, on dit il faut 2 semaines entre l'envoi et l'entretien préalable. Mais légalement, c'est 5 jours ouvrables entre la première présentation et l'entretien. D'accord, très clair. Merci beaucoup. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on va passer aux 10 licenciements. Explique-nous tout. Licenciement de plus de 10 salariés. Alors, c'est là où on va être sur quelque chose qui va être totalement différent parce qu'on est sur ce qu'on va appeler un grand licenciement. Alors, ça vise ce que je vais dire, ça vise une entreprise de plus de 50 salariés. 50 salariés, on retourne sur nos autres procédures. Mais dès lors qu'on va être sur ces grands licenciements, on va être sur des obligations supplémentaires parce qu'il n'y aura plus toute cette procédure que je vous ai dite, convocation d'entretien préalable et notification du licenciement. Dès lors qu'on va être sur plus de 10 salariés sur 30 jours, l'employeur fait son infoconsulte du CSE et il doit élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi, donc le PSE. Ce PSE, ça va être en fait, grosso modo, l'architecture du licenciement. Donc, qu'est-ce qu'on va donner aux salariés qui vont être licenciés? Parce qu'il n'y aura pas d'entretien préalable, les salariés seront mis au courant de leur licenciement uniquement par une notification, donc ils recevront le courrier disant qu'ils sont licenciés, sans aucun entretien. Donc, ce PSE, c'est un espèce d'accord qui va être fait avec les partenaires sociaux. Il peut y avoir une décision unilatérale s'il n'y a pas d'accord, mais d'abord, on tente l'accord collectif. Il faut essayer de tenter l'accord collectif, en tout cas de façon loyale, afin de négocier sur qu'est-ce qu'on va donner aux salariés qui seront licenciés. Alors, il y a énormément de choses. Ce n'est pas qu'une histoire d'indemnité de licenciement, parce qu'on va avoir tout un tas de mesures dans ce PSE, et notamment, alors la liste est très longue, ça vous pouvez le taper sur Google, contenu PSE, pour avoir l'ensemble du contenu, parce que la liste est vraiment très très longue. Mais vous allez avoir essentiellement toutes les actions qui vont viser au reclassement interne des salariés. Les actions
favorisant la reprise de l'activité, des actions favorisant un reclassement externe à l'entreprise. Par exemple, des aides à la réactivation du bassin d'emploi, des actions de formation, etc., etc. Vous allez également avoir, par exemple, des primes d'incitation au départ volontaire. Vous pouvez avoir des mesures qui vont viser certains salariés qui vont avoir des problématiques spécifiques, type handicap, des bilans évaluation, etc., etc. Donc, vous avez énormément de choses qui peuvent se retrouver dans ce PSE qui va être signé avec les syndicats, directement avec les syndicats représentatifs de l'entreprise. Mhm. Et non pas directement les salariés. Donc, c'est pour ça, en fait, que vous allez avoir cet accord qui va être signé parce que les salariés ne vont pas négocier directement ce PSE. Il y a quand même un garde-fou parce que, sait-on jamais, hein, vous pouvez avoir des syndicats qui vont, c'est quand même rare, hein, mais qui vont laisser passer des choses. Il ne faut pas oublier que s'il n'y a pas d'accord, ce sera pris aussi par décision unilatérale. Donc, vous avez l'administration, et donc notamment les DRETS, qui contrôlent toute la procédure. Et ce n'est pas un simple contrôle, c'est même, parfois, ça va même beaucoup plus loin parce que l'adresse peut annuler le PSE. Et l'annulation du PSE a des conséquences très fâcheuses pour l'employeur parce que dans ce cas, nous ne sommes plus sur une absence de cause réelle et sérieuse, mais sur une nullité du licenciement. La nullité, c'est ce qui coûte le plus cher en droit. Donc, ça peut représenter parfois plusieurs années de salaire d'indemnité pour les salariés concernés. Donc, c'est pour ça que le PSE doit être fait par l'employeur de façon très rigoureuse et souvent, d'ailleurs, avec l'aide d'un professionnel et notamment d'un avocat pour des questions de responsabilité, le risque étant tel qu'il vaut mieux éviter toute erreur sur ce point. Et les erreurs pour le PSE, ça peut être quoi? Ça peut être des erreurs dans les dates d'envoi des convocations, même de ce genre de détails-là? On va voir, en fait, ça va être carrément des oublis de mesures qui doivent être présentes dans le PSE, des mesures totalement insuffisantes, ridicules. Parfois, on peut voir le cas où vous avez des PSE qui sont tellement vides que forcément, ça ne peut rien entraîner. Donc, vous avez toujours cette homologation de la part des DRETS pour s'assurer qu'il n'y ait aucun abus dans ce PSE. Et il y a un délai maximal? Si jamais c'est comme les ruptures conventionnelles, s'ils n'ont pas répondu au bout de 15 jours, ça passe ou comment? Alors là, on ne demande pas d'accord à ce niveau-là. OK. On envoie directement la notification du licenciement aux salariés concernés. D'accord. Très clair. Alors, on a fait une petite slide récap justement pour essayer de tout résumer. Effectivement, le nombre de licenciements, tu l'as dit tout à l'heure, il est calculé sur les 30 derniers jours, sur les 30 jours consécutifs. Et c'est comme ça qu'on va avoir le licenciement individuel sur un mois, licenciement de moins de 9 salariés, enfin, je vois plus très bien mes slides, mais voilà, de moins de 9 salariés sur un mois et plus de 10 salariés sur un mois également. Est-ce que tu peux nous résumer un peu tout ou rapide? Très rapidement, vous avez en fait, j'exclus tout ce qui est plus de 10 salariés parce que vous avez ce PSE-là, donc on a vu, qui a un cas très particulier. Mais sinon, pour tout le reste, vous avez votre procédure de licenciement classique, convocation d'entretien préalable, notification du licenciement. Dès lors que vous êtes sur 2 à 9 salariés, vous rajoutez votre consultation du CSE, votre consultation du CSE. Et dès lors que vous êtes à plus de 10 salariés, vous avez ce PSE à négocier avec les partenaires sociaux. Ce que on s'est dit sur le licenciement jusqu'à 9 salariés, c'est quand même très hypothétique parce qu'il y a le CSP qu'on va évoquer tout à l'heure qui généralement est accepté et fait que cette procédure n'a pas lieu. Est-ce que tu veux bien prendre une ou deux questions sur la procédure? Bien sûr. Donc, qu'on est dans le sujet. Donc, une question d'Hélène. Plus de 10 salariés licenciés, mais une entreprise de moins de 50 salariés. Donc, on le répète, dans ce cas-là, le PSE. Dès lors que vous êtes à moins de 50 salariés, vous n'êtes plus sur le PSE, vous êtes sur les autres procédures. Voilà. Il n'y a pas de PSE. Enfin, le PSE, c'est que pour les entreprises de plus de 50 salariés. Si la DRETS a homologué un PSE sur base de documents unilatéral, est-ce que la procédure est la même? Oui, parce que vous avez de toute façon, votre PSE va entraîner les licenciements derrière, directement.
Je relis un peu les questions à l'envers. Le licenciement de plus de 10 salariés sur 1 mois, c'est bien sûr 1 mois, on a répondu. Le délai de notification se fait à J+2 également comme un licenciement Non, mais ça, disciplinaire. on verra tout à l'heure. OK, On ça va pas marche. poser la Alors, question. ouais. En cas de lancement d'un premier PSE, y a-t-il un délai minimal à respecter pour lancer une deuxième vague de plan de sauvegarde de l'emploi? Alors là, ça va être très difficile de vous répondre parce que pourquoi est-ce qu'il y aurait un deuxième PSE, sachant qu'il y en a eu un premier? Est-ce qu'il n'y a pas eu un abus de la part de l'employeur? Est-ce que c'est la faute à pas de chance, on va dire? Donc, il y a tout ça. Il faudrait voir votre question beaucoup plus en détail. Si jamais c'est le cas, évidemment, s'il y a cette situation qui se présente. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions gratuites sur le site Jury Travail. Ne mettez pas les détails dans le chat, vu qu'il est public, pour ne pas avoir d'atteinte à la confidentialité au niveau de votre entreprise. Oui. Normalement, en bas là, de la page, vous avez un petit onglet « Votre question ». Vous pouvez cliquer dessus, vous arrivez sur un formulaire et le formulaire envoie directement la question à l'équipe de Kevin. Un petit vrai-faux pour terminer cette procédure. Le délai minimum pour procéder au licenciement, donc c'est cette question-là, ouvrir les votes. Le délai minimum pour procéder au licenciement après l'entretien préalable diffère entre les cadres et les autres salariés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vous laisse répondre directement dans le petit sondage. Et en attendant vos réponses, pour répondre très rapidement à Jennifer, oui, on peut convoquer toujours un salarié en arrêt maladie. L'arrêt maladie n'empêche en aucun cas l'entretien préalable pour ne pas bloquer les procédures en cours. Par contre, si le salarié a des heures de sortie, il est recommandé pour l'employeur de peut-être décaler l'entretien préalable pendant les heures de sortie pour éviter toute faute de procédure. Peut-il y avoir des propositions de départ volontaire en dehors d'un PSE? Toujours. Il n'y a même pas besoin en fait de passer même par les motifs économiques au niveau des départs volontaires. Alors, il ne faut pas le dire, mais la rupture conventionnelle normalement est interdite lorsque vous avez des difficultés économiques, mais on le constate tous les jours que ça a souvent lieu. Par contre, il est possible de faire des ruptures conventionnelles collectives dans ces cas-là qui sont généralement plus simples. Alors, je vais fermer les votes. Vous êtes une cinquantaine de votants. Je partage les résultats et donc on est à faux à 72%. Alors ça peut être un piège parce que c'est vrai. Et donc là, c'est là où on va revenir sur les délais pour envoyer la notification du licenciement. En temps normal, lorsqu'un employeur veut licencier un salarié, après l'entretien préalable, il doit notifier le licenciement au moins 2 jours après. Pourquoi? Parce que la loi l'oblige à réfléchir et l'oblige, même si c'est très hypothétique en réalité, mais l'oblige à prendre le temps de la réflexion pour savoir si oui ou non il veut licencier. Au niveau du licenciement économique, c'est un petit peu particulier parce que le délai n'est pas le même. En réalité, l'employeur, cette fois-ci, notifie le licenciement non pas 48 heures après, mais 7 jours après. Et c'est 7 jours pour un salarié, la plupart des salariés, mais pour les cadres, ce délai, il est de 15 jours. Donc vous avez effectivement un délai minimum pour licencier après l'entretien préalable qui diffère entre les cadres et les non-cadres. Je pourrais difficilement vous expliquer le pourquoi du comment là-dessus. Honnêtement, je n'ai jamais compris le pourquoi. Ça marche, merci. En tout cas, tes questions vraies-faux sont toujours un peu piégeuses. Hein. Là, j'avoue. Merci beaucoup. En tout cas, tu éclaires des points qu'on ignorait, donc c'est très intéressant. Alors, on en parle depuis tout à l'heure, le CSP, le contrat de sécurisation professionnelle. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Quel est son objectif? Alors, le CSP, en réalité, ça va être... oui, c'est une obligation légale, hein, cette différence de... Donc, quel est le CSP? Je vais revenir sur mon CSP parce que sinon, je vais me perdre dans vos questions. Qu'est-ce que le CSP? C'est un dispositif en fait d'accompagnement d'une durée de 12 mois qui a été négocié entre les partenaires sociaux et qui est proposé à tout salarié faisant l'objet d'un licenciement économique dès lors qu'il est dans une entreprise de moins de 1000 salariés. Okay. Au-delà de 1000 salariés, on a des congés de reclassement qu'on n'évoquera pas lors de cette conférence parce que sinon, il nous faudra encore plusieurs heures. Donc, le CSP, en fait, c'est un accompagnement renforcé de la part de France Travail afin de mieux accompagner le salarié par la suite. Alors, ce CSP, à l'heure actuelle, il est issu d'un accord entre partenaires sociaux. Cet accord il a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2025.
J'ai du mal à imaginer que les partenaires sociaux le suppriment, mais il est vrai que pour le moment, il n'existe que jusqu'à la fin de l'année. Au-delà, il va être renégocié. Alors, est-ce qu'il va être revu? C'est possible, mais en tout cas, les règles dont on va parler aujourd'hui sont valables jusqu'au 31 décembre 2025 pour tous les licenciés, les salariés licenciés jusqu'au 31 décembre 2025. Une personne licenciée le 20 décembre 2025 se verra appliquer ces règles, même s'il est chez France Travail après. Hein. C'est vraiment la date de licenciement qui compte. D'accord. La date d'acceptation du CSP, plutôt. Très clair. Quelles sont les étapes pour proposer un CSP aux salariés concernés? Alors, les étapes, déjà, la première des choses, c'est que l'employeur ait un énorme panneau attention parce qu'il doit avant tout, avant que le salarié puisse accepter ce CSP, il doit énoncer les motifs économiques. Donc, il doit remettre, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais, lors de l'entretien préalable, il vaut mieux déjà donner les motifs économiques et surtout les donner sur papier. Donc, soit on les envoie en recommandé accusé de réception avant l'entretien et qu'on est sûr que la réception aura lieu avant l'entretien, soit l'employeur les remet en main propre contre décharge lors de l'entretien. Il est très important que ce soit fait parce que sinon, si le salarié n'est pas mis au courant du motif économique, avant l'acceptation du CSP qu'on verra tout à l'heure, c'est une absence de cause réelle et sérieuse. Et cette acceptation du CSP, elle peut avoir lieu le premier jour. Donc, il faut absolument que ce soit fait dès que possible. Donc, les étapes du CSP, de cette proposition du CSP, c'est déjà l'employeur récupère le dossier auprès de France Travail. Donc, il récupère l'ensemble du dossier. Ce sont des notices d'information à destination du salarié. Et surtout, très important, dans ce dossier, il y a un récépissé de remise qui doit être signé par le salarié et que l'employeur a tout intérêt à faire signer lors de l'entretien préalable parce qu'il devra conserver précieusement ce récépissé, sinon il risque une amende en cas de contrôle de France Travail. Donc, il faut absolument qu'il fasse signer ce récépissé et il vaut mieux le faire lors de l'entretien préalable parce que s'il envoie par courrier, il y a le risque de ne jamais récupérer ce récépissé et il prend un risque d'avoir cette amende. Donc, il télécharge ou il récupère auprès de France Travail l'ensemble de ce dossier et il le remet en règle générale. Il n'y a pas d'obligation dans ce que je vous dis, mais en règle générale, il le remet donc lors de l'entretien préalable afin de récupérer ce fameux récépissé. À partir du moment où il le remet, le salarié a un délai de réflexion de 21 jours pour dire oui ou non. S'il dit rien, c'est considéré comme un non. Son silence ne vaut pas acceptation. Il dit oui, il dit non. Quand il veut, il peut dire oui au premier jour, tout comme il peut dire oui à la fin des 21 jours. Mais attention, dès lors qu'il dit oui, ça vaut rupture de son contrat de travail d'un commun accord. L'adhésion au CSP vaut rupture du contrat de travail. C'est pour ça que ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau de ces procédures, ça peut être parfois hypothétique parce que si le salarié accepte le CSP, ça vaut rupture de son contrat. Donc, dès lors que le salarié dit oui, à la fin du délai de 21 jours, son contrat est rompu. Il n'y a pas besoin d'attendre la fin du 21e jour. Donc, dès lors, je vous ai dit, le délai de 21 jours, il court à compter du lendemain de la remise. Donc, dès lors que le salarié dit oui, à la fin de ce délai, son contrat est rompu. Très clair. Donc, 21 jours au max. Et quelles sont les conséquences à l'adhésion du CSP, à la fois pour le salarié et pour l'employeur? Alors, il y en a plusieurs. La première conséquence, c'est la rupture du contrat de travail. Ouais. Ça, c'est la rupture qu'on qualifie d'un commun accord. Ce n'est pas une rupture conventionnelle. Il ne faut surtout pas mélanger les deux, mais ça vaut rupture d'un commun accord. Donc, ça met fin au contrat, ce qui veut dire que dès lors qu'on met fin au contrat, ça veut dire qu'il n'y a pas de préavis. Et ça, c'est très important à ce niveau-là, parce que l'absence de préavis fait que le salarié ne fera pas de préavis, tout simplement. Ouais, quitte l'entreprise le jour même. Quitte l'entreprise dès la fin du 21e jour, et ce, pour répondre à Pauline, même si le CSP est accepté le premier jour. Donc, pas de préavis. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'indemnité de préavis. Par contre, là, il y a un piège. On va regarder si le salarié a plus ou moins d'un an d'ancienneté. S'il a moins d'un an d'ancienneté, l'employeur verse au salarié l'indemnité de préavis.
S'il a plus d'un an d'ancienneté, l'employeur verse l'indemnité à France Travail pour le financement du dispositif, dans la limite de 3 mois de préavis. Si la convention collective prévoit 4 mois de préavis, ça fait 3 mois pour France Travail, 1 mois pour le salarié. Alors, quel est l'intérêt pour le salarié d'accepter ce CSP? Eh bien, l'intérêt, en fait, il est énorme. Et c'est pour ça qu'en pratique, généralement, il est souvent accepté. Le premier intérêt, c'est que le salarié qui va aller à France Travail bénéficiera pendant 1 an d'une allocation de sécurisation professionnelle, qu'on appelle l'ASP, au lieu de l'ARE, l'allocation chômage classique, et ce pendant 1 an. Alors la différence entre les deux, elle est assez importante parce que lorsque quelqu'un tombe au chômage et bénéficie de l'indemnité chômage classique, il va toucher une indemnité qui va être comprise entre 54 et 75% de son salaire journalier de référence. Donc moins vous gagnez, plus vous êtes proche des 75, plus vous gagnez, plus vous êtes proche des 54. Donc il y a une perte forcément de salaire lorsqu'on touche une allocation chômage. L'ASP, elle est un peu différente parce que pendant 1 an, le salarié bénéficie de 75% de son salaire journalier moyen de référence, avec certains plafonds évidemment. Donc ça veut dire que le salarié est certain de toucher quasiment l'équivalent de son salaire net, parce que l'allocation chômage, il n'y a pas toutes les cotisations salariales, donc il n'y a pas le 75% du salaire journalier moyen de référence correspond presque au salaire classique. Ouais. Alors, vous avez raison de poser la question, oui, il y a une durée légale pour l'avoir, il faut avoir 1 an d'ancienneté, pour ce que je vous dis. C'est pour ça que moins d'1 an, vous récupérez l'indemnité de préavis. Plus d'1 an, vous ne récupérez pas l'indemnité de préavis et vous avez le droit à l'ASP. Okay. Donc, cette ASP est plus intéressante dans la plupart des cas que l'allocation chômage. L'autre avantage, c'est qu'il n'y a pas de délai de carence. Il faut toujours garder à l'esprit que lorsqu'un salarié s'inscrit à France Travail, il y a un délai de carence. Le délai de carence, c'est 7 jours pour tout le monde, plus le différé congé payé, c'est-à-dire on prend en compte tous les congés payés que le salarié a perçus à l'occasion de la rupture de son contrat, mais également toutes les indemnités de congés payés qu'il a perçues les 6 mois précédant la rupture de son contrat. Donc ça peut être très long. Et on a également le différé d'indemnisation spécifique. Là, c'est lorsqu'on touche plus que le minimum prévu par la convention collective. On divise, je ne suis plus sûr, c'est 103 ou 104, quelque chose. Et le résultat donne le nombre de jours qui sont rajoutés au délai de carence. Donc, vous pouvez avoir parfois des délais de carence qui peuvent être importants. Lorsqu'il y a une adhésion au CSP, il n'y a pas de délai de carence. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant pour le salarié, entre un meilleur accompagnement de la part de France Travail, une meilleure allocation pendant 1 an. Au bout de 12 mois, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'allocation au bout de 12 mois. Au bout de 12 mois, la personne repasse sur l'allocation chômage classique. Et en plus, il n'y a pas de délai de carence. Donc, ça peut être assez intéressant pour la personne. Par contre, la personne qui est sûre de retrouver un travail dans les 2 semaines qui suivent, là, c'est peut-être plus intéressant de récupérer l'indemnité de préavis. Donc, c'est à chacun de faire le choix, mais c'est vrai que très souvent, on se rend compte que les salariés vont plutôt privilégier le CSP. Donc, l'employeur, lors de l'entretien préalable, peut indiquer au salarié de ne pas hésiter à faire une simulation sur le site de France Travail, ce qui lui permettra de connaître son salaire journalier de référence et donc de calculer assez facilement le montant de son indemnité ASP ou de son indemnité ARE pour pouvoir choisir. Oui, et c'est bien 75% du salaire journalier de référence. Ouais. Merci beaucoup. Alors, il est déjà 15h. On a eu beaucoup de questions qu'on a répondues au fur et à mesure. Donc, du coup, on ne fera peut-être pas la session questions à la fin. Et puis, on a le dernier vrai-faux. On va aller très vite, pour lequel nous allons aller très vite, sur l'employeur doit attendre la fin du délai de réflexion du CSP avant de prononcer le licenciement. Je vous invite à répondre rapidement. On l'a déjà vu, donc normalement ça devrait aller, sauf si c'est encore une question piège de Kevin. Ben justement, parce qu'il y a des délais qui peuvent se contredire, donc peut-être que certains se sont posé la question. Allez, je laisse encore 10 secondes. Il y a encore des répondants. Oh, c'est 50-50. Hein, on est...
Allez, je ferme les votes, je partage les résultats. Vrai 51%, faux 49%. Alors pourquoi la question elle est intéressante? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'employeur pouvait notifier le licenciement au bout de 7 jours pour un salarié ou 15 jours s'il était cadre. Mais d'un autre côté, je vous parle d'un délai de 21 jours de réflexion. Et je vous ai dit, on met ça à l'entretien préalable en règle générale. Donc ça vous fait quand même des délais différents. Alors est-ce que l'employeur doit attendre la fin du délai de réflexion du CSP avant de prononcer le licenciement? La réponse est non. L'employeur peut prononcer son licenciement à partir du 8e jour. Le salarié peut adhérer au CSP après. Ça viendra juste un petit peu annuler, entre guillemets, le licenciement. Donc, l'employeur n'est pas dans l'obligation d'attendre la fin de son délai de réflexion. D'accord, c'est effectivement un petit piège encore, hein. Oui. Merci Kevin. Alors, dernière partie, on va essayer d'aller vite sur l'après-licenciement. Donc, la première question, c'est quelles sont les démarches administratives obligatoires pour l'employeur? Alors, les démarches administratives hors PSE, où là, il y a une homologation de la DRETS, les démarches administratives sont assez simples. Alors, pour rappel, l'autorisation de licenciement pour les licenciements économiques n'existe plus. Donc, on est uniquement sur une déclaration. Il n'y a pas de vérification. Une déclaration des licenciements à faire auprès de la DRETS. C'est pour vérifier qu'il n'y ait pas d'abus. Tout à l'heure, je vous ai parlé des 1 licencié, entre 2 et 9 licenciés ou plus de 10 licenciés. C'est pour être sûr qu'il n'y ait pas d'abus de la part de l'employeur. Donc, ça permet à l'administration de vérifier le nombre de licenciements économiques sur 30 jours. Et également, ça sert à tout un tas de statistiques pour la DARES que tu nous as cité tout à l'heure. Donc, la procédure, elle est très simple en fait. Ça ne se fait même plus par courrier aujourd'hui. Ça se fait de façon dématérialisée sur une plateforme qui s'appelle Rubco, un petit peu comme la TLRC pour les ruptures conventionnelles. Donc, sur Rubco, l'employeur va directement déclarer ses licenciements économiques. Alors, de mémoire, c'est très compliqué à trouver où est-ce que c'est. C'est un petit peu comme les autorisations pour les salariés protégés. C'est très fouillis comme site, mais on peut le faire directement là-dessus et dessus. Donc, on donne le nom et les adresses des salariés licenciés, la nature de l'activité et l'effectif de l'établissement, la date de notification des licenciements, ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise. D'accord. Très bien, merci. Et la deuxième question, c'est en quoi consistent les priorités de réembauche? Alors, la priorité de rembaucher, oui, c'est Rubco pour tous les licenciements, même individuels là-dessus. Ça peut paraître bizarre, mais ce sont les ruptures presque collectives. Parfois, on voit ça comme des ruptures un peu collectives. Donc, pour tout ce qui est l'après-licenciement et la priorité de réembauche, l'employeur, lorsqu'il va licencier économique, le salarié bénéficie d'une priorité de réembauche. Donc, pour poste similaire, le salarié est prioritaire pour récupérer un poste si ce poste est réouvert. Alors attention, ce n'est pas automatique parce que ça ne se fait que sur demande. La priorité de réembauche doit obligatoirement être demandée au salarié, sinon il n'en bénéficie pas. Donc, il en fait la demande et si jamais il y a des postes qui se libèrent similaires à celui qu'il a quitté, dans ce cas-là, le salarié sera prioritaire pour le récupérer. L'employeur devra dire au salarié, recontacter le salarié en lui disant « Il y a un poste qui s'est libéré, est-ce que vous le voulez ?» Alors, contrairement à l'obligation de reclassement, s'il y a une pluralité d'offres, de candidats sur un même poste, il n'y a pas de critères de départage là-dessus. L'employeur prend qui il veut, il n'a pas à se justifier. D'accord. Très clair. Merci beaucoup, Kevin. On arrive à la fin de la webconférence. Il est 15h04, donc on a dépassé. Je ne sais pas si tu veux quand même prendre une ou deux questions. Ou si tu veux, ça ne me dérange absolument pas. Alors, il y a Marie qui nous demande 1000 salariés, c'est au niveau du groupe ou seulement de l'entreprise? Alors, comme je ne sais plus de quoi on parlait à ce moment-là, je suis un peu perdue. Est-ce une obligation légale de respect de délai entre étam et cadre? Ça, c'était sur les 7 jours et les... Ah oui, c'est une obligation légale, oui. D'accord. C'est 2 fois la même question de Marie-Elisabeth et de Marie. Jennifer. Rubco, c'est obligatoire, oui. Rubco, c'est obligatoire. Jennifer, peut-on convoquer un salarié en arrêt maladie? On y a déjà répondu. Bon, je pense qu'on a fait quand même le tour des questions. Si vous en avez une dernière, n'hésitez pas. Et puis sinon, moi, ça me laisse le temps de vous parler justement du test de notre abonnement en cliquant sur votre question là que vous avez en bas de la page.
J'ai mis la photo de Kevin parce que c'est effectivement Kevin qui répond aux questions souvent, lui et son équipe. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des questions. Et puis je voulais aussi vous partager les 2 prochaines webconférences qui auront lieu le mois prochain, au mois de mars. La première le 6 mars sur l'égalité professionnelle et l'index égalité hommes-femmes, et puis une autre le 25 mars sur le harcèlement moral et sexuel. Marine vous envoie le lien pour vous inscrire, c'est sur la même page, donc n'hésitez pas. Merci Kevin. Encore une fois, Merci à c'était vous. très complet. Et aussi avec le sourire pour une webconférence sur un thème qui n'est pas forcément facile à traiter. Donc, on sait que les personnes qui doivent gérer ça, c'est des périodes compliquées. Donc, n'hésitez pas aussi à nous partager ce que vous en avez pensé et puis comment on peut encore s'améliorer. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Kevin, je te laisse le dernier mot. Totalement. Alors, pour répondre très rapidement à Lavinia, c'est moi, mais je suis un petit peu loin de l'écran. Non, c'est pas obligatoire pour un seul salarié, la déclaration. Et très important, parce que ça, je ne l'ai pas dit, quand on parle d'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, ce sont les barèmes Macron Ah, qu'on applique. c'est Donc, ça vrai. dépend du nombre de salariés. Là aussi, vous tapez barème Macron sur Google, vous aurez la fourchette entre les indemnités minimales et maximales qui sont dues, sachant que c'est un peu plus coûteux pour l'employeur parce que lorsque l'employeur est condamné à une absence de cause réelle et sérieuse, il doit rembourser jusqu'à 6 mois d'allocation chômage pour France Travail. Donc, il y a toujours un risque à ce niveau-là. Très clair. Merci beaucoup. C'est vrai on l'a pas mentionné. On avait fait une webconférence déjà, hein, sur les différents barèmes et c'est vrai que c'est un sujet important. Merci encore à tous et puis, à bientôt. J'espère vous retrouver donc le 6 mars pour notre, prochaine webconférence. Kevin, à très vite. Marine, merci beaucoup pour le chat et puis, bonne journée à tous.